Bonjour Sobat Prancis, untuk edisi kali ini Share Series kita kedatangan tamu yang betul-betul dari Prancis untuk saat ini. Namanya adalah Luca Venner. Bonjour, oui. Bonjour. Disclaimer aja Sobat Prancis bahwa untuk sesi kali ini kita akan conduct interviewnya pakai bahasa Prancis. Nanti kalian bisa lihat subtitlenya di bawah, oke? Menarik karena tamu kita kali ini adalah pemuda usianya 23 tahun. Nanti kita akan bincang-bincang dia datang di Indonesia dalam rangka apa, seperti apa, proyeknya seperti apa, langsung aja. Luca Venner, tout d'abord, est-ce que tu peux juste te présenter? Oui, bonjour à tous, je suis ravi de me retrouver devant vous. Donc, je m'appelle Lucas, je suis français, j'ai 23 ans et ça fait un peu plus d'un an que je suis parti pour réaliser un grand voyage en autostop. Et maintenant, ça fait plus de 5 semaines que je suis en Indonésie. Attendez, ça fait déjà un an que tu as déjà fait, t'as commencé? Ouais, j'ai commencé au mois de février de l'année dernière, donc ça va bientôt faire 14 mois que je suis parti de France. Ok. Alors, pourquoi tu fais ce voyage? Alors, pourquoi je fais ce voyage? Bonne question. Mon objectif, c'est de découvrir un peu les personnes qui peuplent la Terre, découvrir les habitants du monde. Et je me suis dit que le meilleur moyen pour les rencontrer, c'était par le biais de l'autostop. Donc, je suis parti de France avec l'idée d'aller le plus loin possible en autostop. Le plus loin possible, lorsqu'on regarde la map monde, c'est la Nouvelle-Zélande. Et donc, l'objectif, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande en autostop, en rencontrant sur le chemin les habitants, en découvrant les cultures, les religions, les langues, également la culture, les danses, la musique traditionnelle, etc. C'est ça qui m'intéresse, discuter avec les gens. Donc, tu voyages juste en autostop et que ça? C'est ça, ouais. Pas d'avion, le bateau, ça va? Le bateau, c'est un petit peu compliqué des fois, mais il y a certains endroits où j'arrive à tenter le bateau stop en demandant notamment aux camionneurs si je peux monter avec eux dans les camions, etc. À d'autres moments, je peux pas, donc là, je paye mon ticket comme tout le monde. Mais sinon, sur la route, c'est exclusivement de l'autostop, pas de bus, pas de train, uniquement de l'autostop, Nebeng. Ok, nebeng en bahasa, ça veut dire voilà, c'est ça. Ou en anglais, je ne sais pas si tu connais. Hitchhiking. Hitchhiking, c'est ça, hitchhiking. So you are a hitchhiker, yeah? Yes. Autostopper? Autostopper, tout à fait. Ok. Déjà, la dernière destination, c'est quoi déjà? C'est la Nouvelle-Zélande. C'est dans quelle... La Nouvelle-Zélande, c'est après l'Australie. Donc, dans quelle ville ou les îles Chatham plus particulièrement. Les îles Chatham, car en fait, lorsqu'on regarde la map monde, le point le plus éloigné de France, c'est ces îles Chatham, qui se trouvent à 1000 km au large de la Nouvelle-Zélande. Mais c'est vraiment ça, l'objectif final, c'est de se rendre sur cette île en autostop. Mais t'as pas peur de tout ce voyage? Peur de quoi? Je ne sais pas, des humains déjà à la base? Non, moi je pars du principe que je fais confiance aux gens, donc j'essaie d'avoir des a priori positifs sur les gens avant d'avoir des a priori négatifs, et pour l'instant ça fonctionne très bien. Je me suis jamais senti en danger, jamais senti dans une mauvaise situation, malgré 14 mois sur les routes. Il faut savoir que il y a plus de 800 personnes qui m'ont pris dans leur véhicule et jamais je me suis dit tiens, je suis en insécurité, je suis dans une mauvaise situation. Parce que toi, tu as noté tout ce que, par exemple, le transport et le personne que tu as rencontré? Sur mon téléphone, j'ai un petit fichier et je note chaque jour le prénom des personnes qui me prennent, le nombre de personnes qui me prennent, etc. Et donc, j'ai un grand fichier, donc je pourrais recompter, mais je crois que je suis aux alentours de 800 en ce moment. 800 personnes qui m'ont prise en autostop. Waouh! Et attendez, depuis la France jusqu'à Nouvelle-Zélande, ça fait déjà plusieurs pays, j'imagine. Et ça fait combien de pays que tu as? L'Indonésie, c'est le 22e pays de ce voyage. C'est le 22e. Ok, après c'était Australie et Nouvelle-Zélande. Et après, il y aura le Timor-Leste, Australie et ensuite Nouvelle-Zélande, tout à fait. Ça fera 25 au total. 25 pays. 25 pays. D'accord. Alors, je ne sais pas, mais moi je fais aussi un autostop quand j'étais en France dans une petite campagne. Et ça marche pas très bien avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a personne qui... Chaque fois qu'on a fait au pouce, c'est ça? Oui, faire le pouce. Faire le pouce, mais ça ne s'arrête pas. Toi, tu as entendu depuis... C'est quoi
C'est quoi les techniques? Alors, il y a Déjà, beaucoup de ouais. techniques. Après, pour être honnête, il y a des endroits où ça marche moins bien. Même Ouais. si tu as les bonnes techniques, peut-être que dans les villages où tu étais, ça marche moins bien parce que les gens sont moins coopérants. Et Val d'Isère, là il y a beaucoup de montagnes. Peut-être que ça marche moins bien là, ouais. Et le bus, ça passe juste une heure, une fois toutes les heures. Une fois toutes les heures. Ah ouais. Et du coup, on fait comme ça, mais ça marche pas très bien. Ça va 2 heures. Ah ouais. Ouais. Et dans le froid, en hiver. Et comment ça se passait pour Alors, moi, je fais faire voiturer un peu plus chanceux. En moyenne, j'attends 5 minutes. Par exemple, en Indonésie, lorsque je suis sur les routes de campagne, le premier véhicule qui passe et qui a de la place pour m'emmener, il s'arrête. Donc, ce qui fait que, par exemple, de Toraja, de Ramtepao jusqu'à Makassar, j'ai attendu à chaque fois 2-3 minutes. C'était vraiment très facile. Donc après, il y a différentes techniques, on pourrait dire. Il faut essayer de sortir des villes. C'est un petit peu plus difficile dans les villes. Il y a même certains pays où c'est quasiment impossible de faire de l'autostop en ville. Il faut essayer d'être voyant, d'être à un endroit bien placé sur la route pour que le véhicule puisse s'arrêter après et ne pas se garer sur la route. Essayer d'être bien habillé. Ça donne confiance aux automobilistes. C'est pour ça que j'ai souvent une chemise pour faire de l'autostop. Il y a différentes techniques. Par exemple, dans certains pays, notamment en Europe, c'est conseillé d'avoir le sac à dos posé devant soi. Ouais. Comme ça, ça montre qu'on attend déjà depuis un petit peu longtemps et ça sous-entend au conducteur qu'on n'a que ce bagage et parce que si jamais on a un gros sac à dos, il peut ne pas voir notre bagage. Donc, il y a différentes techniques qui varient selon les pays. Mais si jamais il y a des pays où le concept d'autostop n'existe pas, c'est que par exemple tu fais ça au bord de la route et les gens ne comprennent pas. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si les Indonésiens ils comprennent tout de suite, mais nous on fait pas comme ça en fait. On avait comme ça. Oui, j'essaye un peu les deux en fonction, ça dépend des endroits. Ouais. Sur Java, ils comprenaient pas ça, mais sur Célèbes, à Sulawesi, ils comprennent le plus. Ouais. Donc ça dépend des régions, mais par exemple au Cambodge, au Laos, le mot autostop n'existe pas. Donc il n'y a pas de concept dans la langue pour expliquer cela. Donc là, je vais dans les stations-service expliquer aux automobilistes mon projet. Je leur explique c'est quoi l'autostop, si jamais ils vont dans la même direction que moi, ils peuvent m'emmener, etc. Et même en Chine notamment, j'allais demander dans les stations-service parce que là, sur les voitures, on peut remarquer les numéros de plaque d'immatriculation et donc on peut savoir la région du véhicule et comme ça savoir dans quelle ville, dans quelle région va la voiture et ça me permettait de cibler des régions qui étaient assez loin, qui étaient des fois à 500-1000 km et je pouvais, dans les stations-service en Chine, c'est immense, il y avait 25 pompes, donc plus de 25 voitures qui se resservaient, comme ça je sélectionnais les bonnes voitures et puis je pouvais embarquer avec. D'accord. Je ne sais pas, parce que moi je n'ai jamais fait du tout un autostop. J'ai déjà essayé, mais ça ne marchait pas. Donc, et du coup, c'est quand vous êtes déjà monté dans le camion, dans la voiture, le conducteur, comment ça se passait dans la voiture? Est-ce que tu donnes aussi le frais de l'essence ou comment ça se passait? Ça dépend. Il y a certains pays, notamment en Asie centrale, où il faut participer aux frais d'essence. Donc là, c'est généralement de l'ordre de $1 pour 100 km. Mais sinon, dans la plupart des pays, c'est soit en fait des gens qui sont taxis, et donc là, c'est comme si je prenais le bus, comme si je prenais le train, et qui me demandent de payer vraiment quelque chose. Soit c'est des gens qui sont juste très gentils et qui me prennent gratuitement, comme c'est le cas en Indonésie. En Indonésie, j'ai jamais eu de problème. Les gens me prennent gratuitement, toujours avec un grand sourire. Ils sont prêts, voilà, des fois, ils m'invitent à manger, ils m'invitent chez eux, etc. Donc les gens sont vraiment gentils et je n'ai pas eu de problème. Donc j'essaye toujours d'éclaircir la situation auparavant pour ne pas avoir de malentendus, etc. Après, il y a également l'expérience. En Indonésie, il y a les Toyota 7 places. Par exemple, c'est eux qui sont taxis. Donc là, je sais que quand il y a ce genre de véhicule, soit je ne tends pas le pouce, soit si jamais ça fait un peu longtemps que j'attends, et je tends le pouce, mais j'explique bien au conducteur que je fais de l'autostop.
t'as déjà préparé pour combien de temps pour ce voyage? Depuis quand? Ça fait trois ans auparavant que j'y pense, 3 ans avant de commencer que j'avais cette idée. C'est né pendant le Covid, en fait, que je voulais voyager, que j'étais enfermé, etc. Ouais. Et à proprement parler, donc ça fait 3 ans que j'y pense, et pendant 6 mois avant de partir, que j'ai vraiment travaillé à fond dessus, que ce soit l'itinéraire, que ce soit le logo, que ce soit la création du site internet, l'assurance, les vaccins, les visas, l'assurance bancaire, mais surtout les sponsors, car ça a pris beaucoup de temps. Ah oui, parce que toi, tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on enregistre, tu voyages avec les sponsors. Tout à fait, ouais. Ouais, donc il y a différents sponsors qui sont partenaires de cette aventure, pardon. Ouais. Il y a par exemple la confiserie chocolaterie Brobion de mon village, qui me sponsorise, qui me donne un peu d'argent tous les mois, et en échange, je vais prendre des photos, des vidéos de leurs produits, donc des sucettes, des sucreries, des chocolats devant des lieux iconiques comme les temples de Borobudur, comme le Sumbing sur Java, mais également le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine, les temples d'Angkor, etc. Et à Makassar, j'ai fait devant la mosquée. La mosquée des 99 dômes. Donc c'était pas mal. Donc ça c'est par exemple un sponsor. Il y a également d'autres partenaires où là ça va être des écoles et je vais appeler les enfants tous les 15 jours. J'ai plusieurs classes françaises qui suivent mon aventure. J'appelle les enfants, je leur présente où je suis, je leur explique la culture, je leur explique la nourriture, les climats, les animaux et également j'essaie de leur présenter le quotidien des enfants de leur âge à l'autre bout du monde. Donc par exemple en Indonésie, les enfants ils vont à l'école, mais par exemple au Laos, ils n'ont pas cette chance, ils travaillent dans les champs, etc. Donc j'essaie un peu de sensibiliser, de présenter aux enfants les différents pays du monde et c'est vraiment super parce qu'ils maintenant ils ont des grandes connaissances en géographie sur les différents climats, sur les animaux qu'on peut rencontrer, sur les capitales, la gastronomie et tout. Donc ça leur donne vraiment une grande ouverture d'esprit qui est géniale à leur âge car ils connaissent des choses que même les adultes ne connaissent pas. Parlons maintenant peut-être de ce que tu portes toujours. C'est ton sac à dos. Oui, bien sûr. Il y a quoi dedans? Je ne sais pas, pendant un an, déjà un an plus, qu'est-ce que tu... Alors, il y a différentes choses qui ont changé, que je suis parti avec, que j'ai abandonné au fur et à mesure du chemin, et d'autres choses que j'ai rachetées, notamment les vêtements. Ce qui reste, c'est une toile de tente, un sac de couche. C'est quoi, toile de tente? C'est tent. C'est pour pouvoir dormir dedans. Donc, des fois, quand je trouve pas d'hébergement, je dors dans une toile de tente. Ouais. J'ai également un tapis de sol qui fait un petit matelas qui est à l'étage. J'ai également un sac de couchage. Si jamais il fait froid, c'est comme une grosse couverture, mais c'est très très léger et ça prend pas beaucoup de place. Donc ça, c'est on va dire pour le couchage. J'ai également des habits, mais les habits, j'en ai pas beaucoup. J'ai environ 2 pantalons, 2 chemises, 2 paires de chaussettes, 2 caleçons. Mais voilà, ça suffit. Je fais des lessives régulièrement, mais je peux pas avoir une grande garde-robe dans mon sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également une petite tablette qui me sert pour écrire les articles de blog, qui me sert pour faire le site internet, des fois pour faire des montages, pour écrire des mails, etc. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chaussures, t'as porté combien? J'ai uniquement cette paire-là. J'ai également des tongs, mais c'est tout. Moi, j'essaie d'avoir le moins de choses possible. Donc, dans mon sac à dos, je suis aux alentours des 10-11 kilos. Maintenant, il y a un petit peu de souvenirs parce que c'est certaines personnes qui m'ont fait des cadeaux. Donc, le sac s'est alourdi, ouais. Imagine, ça fait déjà 22 pays. Hein, ouais. Donc, bien sûr que tu as rencontré beaucoup de gens. Et puis, surtout les Indonésiens, ils aiment bien de donner, je ne sais pas, mais... Wow. Donc j'ai pas mal de choses. Comment alors tu... des fois j'en renvoie en France. Ouais. Par la poste? Par la poste, par exemple, des fois il y a mes parents qui sont venus me retrouver, donc je leur ai donné des affaires. Ouais. Donc ça c'était pas mal, parce que j'ai pu un peu alléger mon sac à dos, mais là il y a encore pas mal de choses. Par exemple, lorsque j'étais à Toraja, les personnes m'ont offert des chemises. Donc j'ai 2 chemises traditionnelles du pays de Toraja. À d'autres endroits, des personnes m'ont offert des petites statuettes, etc. Donc j'ai vraiment pas mal de choses dans mon sac à dos et j'essaie
de les garder. Là, j'ai plus que, je suis environ sur la fin du voyage, il ne me reste plus que 3 mois d'aventure. Donc, le sac à dos commence, si s'alourdit, c'est pas très grave. Mais au fur et à mesure, soit je l'envoyais par la poste, soit aux personnes qui venaient me rencontrer. Revenons un petit peu parce que j'avais oublié de te demander, c'est quoi ou bien c'est qui te donnait la motivation pour faire ce projet-là? C'est un grand projet. Moi, je trouve que c'est énorme parce que moi, je jamais, je ne sais pas, j'ai jamais pensé de faire ça également. Il faut savoir que j'ai eu la chance, lorsque j'étais à la fin du lycée, j'ai rencontré une association, qui est l'association Zelidja, qui donne des bourses de voyage en fait aux jeunes Français entre 16 et 20 ans pour qu'ils partent plus d'un mois dans un pays étranger avec un thème d'études et ça leur donne une formidable opportunité de s'ouvrir au monde, de rencontrer des personnes, de sortir de leur zone de confort, de dormir chez l'habitant, de tenter l'autostop, etc. Et moi, c'est grâce à cette bourse que j'ai eue lorsque j'avais 18 ans que j'ai pu partir un mois en Écosse, au Royaume-Uni, et là j'ai vraiment découvert une autre vision du voyage, j'ai découvert qu'il y avait vraiment quelque chose de différent que le tourisme qu'on connaît, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de continuer à voyager, de découvrir les gens. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le facteur humain. Facteur humain, car lorsqu'on voyage en autostop, on dort chez l'habitant, on est en permanence en contact avec des gens. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est découvrir la culture, mais pas par les livres, les films, etc., mais par les discussions avec les locaux. Et ça, je trouve que c'est super intéressant, et même que ce soit pour les différentes religions. On va pas lire les articles Wikipédia, mais discuter avec des religieux, discuter avec des fidèles, avec des croyants, etc. Et je trouve ça super intéressant. J'ai également lu des livres de gens qui avaient fait des grands voyages en autostop ou dans d'autres moyens de transport. Je me suis dit, waouh, si j'ai envie de faire un grand voyage, ça sera par l'autostop. Et c'est ce qui m'a motivé de faire ce voyage. Et ce qui me motive aussi un peu chaque jour, et ce qui m'a motivé sans doute à faire ce grand projet, c'est la curiosité, l'envie de découvrir, de rencontrer, de goûter de nouveaux plats, de voir de nouveaux paysages, de discuter avec de nouvelles personnes, etc. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et ouais, pour l'instant, je suis ravi et je suis comblé de faire ce voyage. Et c'est vraiment la curiosité, je pense, qui est le moteur, la soif d'apprendre, de découvrir, qui permet de se réveiller chaque matin en disant, ouais, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui, etc. Et ça, c'est vraiment super important, je trouve, d'avoir cette mentalité. C'est pas fatigant de tout ça? Des fois, je fais des petites pauses. Par exemple, là, ça va bientôt faire 5 jours que je suis à Makassar. Donc, j'ai eu le temps de me reposer. Mais il y a certains pays où là, j'étais un peu plus en rush, on va dire. Par exemple, lorsque j'étais en Chine, je suis allé un mois en Chine. Tous les jours, je dormais dans des endroits différents. Donc, ça veut dire que tous les jours, je portais mon sac à dos, je me déplaçais. En Chine, je faisais des fois 500, 1000 kilomètres tous les jours. Parce que la Chine, c'est vraiment un pays immense. Donc, ouais, c'est fatigant. Après, tous ces moments, ils sont tellement uniques que j'ai à chaque fois envie de les vivre à fond, tout le temps envie de profiter un maximum. Et donc ça me donne une énergie supplémentaire. Après, des fois, je vais m'arrêter pendant 3-4 jours dans une ville, puis je vais pas faire grand-chose, puis je vais juste me reposer. Je dors également des fois 9-10 heures toutes les nuits parce que j'ai besoin beaucoup de récupérer. Donc voilà, ça fonctionne. Donc c'est un petit peu fatigant, mais quand je vois tout ce que je fais, tout ce que je découvre, etc., je suis pas déçu de ce que je fais. Au thème de la nourriture, par exemple, t'as pas de problème? Non, j'adore découvrir les nouveaux plats, les plats traditionnels. Ici en Indonésie, il y a beaucoup de nasi goreng, de mie goreng. À part ça, je trouve pas grand-chose comparé à certains pays. Mais si, quand même. À Makassar, en Indonésie, il y a plein de choses. Sauf que ça, au moment qu'on fait cet enregistrement, normalement, c'était le mois de Ramadan. Donc, il n'y a pas beaucoup. Ah, c'est pour ça, d'accord. Ça. Ok. Mais à Makassar, par exemple, tu as déjà goûté la nourriture traditionnelle ou pas? C'est quoi le nom? Les chotos, déjà. Parce que moi, j'ai goûté l'espèce de gâteau de riz. Gâteau de riz. Je crois le nom. C'est dans des feuilles de banane. De banane. Ouais. Il y a plein de choses. Dans des feuilles de bananier. Donc, il y a différents trucs, mais c'est que par exemple, bien sûr, il y a un grand choix de gastronomie dans tous les pays, mais c'est par exemple en Chine, le moindre restaurant, il va avoir 100 plats différents. Ici, tu prends le restaurant qui est juste en face, tu as 4-5 choix. Donc, c'est juste par rapport à ça. Mais sinon, j'aime vraiment bien. Il y a des pays où c'était plus difficile la nourriture, notamment en Inde. À un moment, je saturais, j'aimais plus trop la nourriture. C'est vrai parce que tu étais en Inde aussi. J'ai passé 4 mois en Inde, mais là, j'ai adoré l'Inde.
J'ai adoré l'Inde, mais la nourriture, j'aimais vraiment pas. Et contrairement à l'Indonésie, où même si c'est souvent la même chose, c'est un bon plat et j'aime bien. Et sachant qu'il y a des spécificités, nasi goreng, tu as le nasi goreng de Makassar avec le riz rouge, avec le riz brun de Jakarta, avec différents épices, avec des œufs, avec du poulet, avec des fruits de mer, etc. Donc tu as quand même pas mal de spécificités et ce qui fait que je me lasse pas pour l'instant. Donc, parmi le 22 pays, c'est quoi le pays plus remarquable pour toi? Ah, c'est difficile à trancher parce que tous les pays sont différents. Je dirais que peut-être l'Inde où j'ai passé le plus de temps. J'ai passé 4 mois. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé au monde. Il y a énormément, plus que la Chine. Plus que la Chine. Ouais, c'est depuis l'année dernière. Il y a plus d'habitants en Inde. Ce qui est très intéressant en Inde, c'est qu'il y a énormément de religions. C'est le pays avec quasiment le plus de musulmans au monde. Il y a plus d'1 milliard d'hindous. Il y a énormément de chrétiens, de sikhs, de bouddhistes. Donc il y a vraiment tout type de religion, ce qui fait que j'ai pu avoir des dialogues spirituels très forts et très intéressants avec beaucoup de croyants. C'est également un pays gigantesque qui fait la taille de l'Europe, un peu comme l'Indonésie. Et donc chaque région a sa culture particulière. Mais ça ressemble dans beaucoup d'aspects à l'Indonésie aussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Indonésie, où les gens sont très gentils, très ouverts, très chaleureux, très contents de voir des étrangers. Et où en Indonésie, en Inde, chaque région est un peu différente. Mais en Indonésie, ça va être chaque île. Par exemple, entre Sumatra, entre Java, entre Sulawesi, peut-être Flores aussi. Et il y a une langue qui est propre à l'île. Il y a des traditions, il y a des vêtements. Il y a des instruments de musique, il y a des plats qui vont varier. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant d'avoir une richesse culturelle très forte, mais malgré tout avec des choses qui unissent le pays. En Inde, ça va être par exemple la langue hindi. Il y a également la religion hindouiste. En Indonésie, ça va être avec l'indonésien, avec l'islam aussi, qui est quand même assez répandu un peu partout. Donc, mais il y a quand même des facteurs d'unité. Et donc, vraiment m'immerger comme ça dans ces grands pays avec une culture gigantesque, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, je pense que peut-être Inde, Indonésie et Chine, les 3 pays que j'ai préférés. Et même que je préfère, parce que je continue de visiter l'Indonésie lors de ces voyages. Ça veut dire combien de temps que tu es resté en Indonésie? Ça fait 5 semaines. 5 semaines. Et j'aurais bien voulu rester plus, mais j'ai déjà réussi à étendre mon visa, mais je peux rester que 2 mois. Donc, mais déjà 2 mois, je trouve que c'est pas mal. Donc là, j'ai encore 3 semaines. Et donc, je pars demain, je prends un bateau pour rejoindre l'île de Flores. Et après l'île de Flores, je vais sur Kupang, sur l'île de Timor. Ok. Parlons un petit peu sur le visa parce que en tant que Français, tu as le visa rouge, enfin le passeport rouge. Oui. Un des plus forts. Tout à fait. 3e plus fort du monde, Exactement. Et tandis que nous, les Indonésiens, je suppose que nous, on n'a vraiment pas la même chance que nous. Et du coup, tu as besoin encore je ne sais pas, appliquer le visa. Il y a encore certains pays où il y a besoin de postuler le visa, mais tu as raison, en tant que Français, j'ai énormément de chance. Moi, dans tout mon voyage, il y a des visas comme visa Indonésie, au Cambodge, où tu fais à l'arrivée, donc là, c'est à la douane, on te demande de payer, donc ça, c'est pas compliqué. Le vrai visa où tu dois le faire la demande à l'avance, il y a eu juste l'Azerbaïdjan et l'Inde. Et l'Inde, où j'ai besoin de faire le visa à l'avance, mais ça se fait en ligne, sur Internet, et tu obtiens la réponse en 24 heures. Donc c'est très très rapide. J'avais voulu demander le visa chinois, mais ils m'ont refusé dans un premier temps. Et j'ai réussi après à y aller avec l'exemption de visa. Mais sinon, c'est vrai qu'en tant que Français, sur ces 22 pays, la plupart, il y a juste avec le passeport. Par exemple, en Malaisie ou en Thaïlande, j'ai juste à montrer mon passeport à la frontière. Il n'y a pas de visa. C'est exemption de visa, Je suis exempté de visa. Donc ça, c'est vraiment une très grande chance et c'est ce qui m'a permis peut-être aussi que j'ai choisi ces pays parce que c'était plus simple d'y voyager. Il y a des pays, par exemple en Afrique, où chaque pays, il faut demander un visa, il faut aller à l'ambassade, ça prend du temps, etc. Bon, c'est un peu plus fastidieux, mais c'est vrai qu'en tant que Français, j'ai eu la chance où il y a vraiment très très peu de pays. Et maintenant aussi, on peut faire les demandes sur Internet. Et donc même les pays où c'est compliqué, où il faut demander où il aurait fallu demander à l'ambassade, maintenant on peut faire ça sur Internet. Par exemple, le visa australien, je l'ai fait sur Internet et j'ai obtenu la réponse en 1 heure quasiment. Sinon, il aurait fallu aller à l'ambassade, donc c'est-à-dire qu'il faut faire 2 heures, aller à Jakarta, attendre, etc. C'est assez compliqué. Donc c'est ça l'avantage aujourd'hui, c'est que premièrement le passeport est assez fort et deuxièmement on peut faire les démarches sur Internet. Sur Internet, tout se passait de plus en plus,
Et du coup, après l'Indonésie, tu vas aller à Timor-Leste. Ouais. Puis après. Pas très longtemps, je pense. Ouais. Je préfère visiter l'Indonésie. Mais c'est quoi après ce projet-là? Est-ce que tu auras terminé quand? Donc moi, j'aurais terminé aux alentours de mi-juin ce voyage parce que j'aimerais bien être rentré en France pour les Jeux Olympiques. Moi, je suis passionné de sport. Ah ouais. Et les Jeux Olympiques qui sont à Paris, j'ai envie d'y être. Donc, je pense qu'ensuite, voilà, je vais regarder les Jeux Olympiques et après, je sais pas, peut-être j'aimerais bien écrire un livre sur ce voyage pour partager un petit peu mes découvertes, mes rencontres, mes apprentissages au bord de la route et peut-être après travailler ou je sais pas, repartir à l'aventure. Mais ça, c'est dans un futur un peu plus lointain, donc j'ai encore du mal à me projeter. Ouais, on attend vraiment ton écriture. Merci beaucoup. Parce que imagine que 25 pays au monde et puis voilà, un autostop c'est pas facile du tout et du coup voilà. C'est pas commun, ouais, parce qu'il y a plein de gens qui ont visité bien plus de pays que moi, mais pas forcément en autostop. Donc le prisme de l'autostop, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on tend le pouce, tout le monde peut s'arrêter. Ouais. Donc ça peut être un professeur, ça peut être un paysan, ça peut être un ingénieur, ça peut être un policier, ça peut être un ouvrier, tout type de personnes, un boulanger, un restaurateur, un politicien. Et donc, je rencontre tous les types de personnes qui existent dans la société et qui forment la société et d'avoir des discussions très intéressantes, des fois très spécifiques avec des personnes qui vont se livrer, qui vont m'expliquer leur point de vue sur certains sujets et je peux comprendre des choses, qu'on comprend pas dans les médias, on comprend pas dans les livres et ça, c'est très utile et je pense que ce que j'apprends lors de ce voyage, ça va me servir toute ma vie. Ouais, et ça te permet de voir vraiment le monde. Tout à fait, ouais, de vraiment découvrir le monde. Et c'est pour ça que j'essaie de partager également sur mes réseaux sociaux, donner envie aux gens de voyager et également de montrer ce qui est la réalité parce que je pense qu'en Europe, on a un peu une vision déformée de certains pays. Par exemple, je pense que les Français s'imaginent l'Indonésie comme elle était il y a 20, 25 ans, sans voiture, très rurale, etc. Alors que c'est plus du tout le cas. Dans les rues de Makassar, il y a plus de Toyota que de scooters, par exemple. Donc, et c'est pas qu'en Indonésie, c'est également le cas en Thaïlande, c'est également le cas au Vietnam, etc. Il y a vraiment, le monde change vite. Et je trouve que voyager à cette époque, c'est assez intéressant. Il y a des grandes transformations qui s'opèrent. Et pouvoir y assister, je trouve que c'est une chance. Waouh! Bravo, Lucas, pour ce projet et bonne chance. Merci. Jusqu'à Nouvelle-Zélande. Oui. Ok. Et on attend vraiment votre. Bien sûr, le livre, parce que merci moi j'adore beaucoup. Aussi de voyager. Ok. Je vous en enverrai. Sobat Prancis itu dia tadi ya interview dengan Lucas Venier. Salah satu yang juga sangat-sangat kelihatan adalah bahwa dia juga share semua informasi dan juga perjalanannya itu melalui Instagram dan juga YouTube, compte TikTok, YouTube, Instagram, ouais. Okay. Instagram pouce pour un, on pourra vous mettre le lien en commentaire. Pouce pour un. POUCEPOUR 1 ya, jadi push yang kayak gini ya. Merci beaucoup semuanya. Merci à vous, bonne journée, au revoir.